Bonjour à tous et bienvenue en attendant de nous retrouver l'année prochaine de présentiel. Nous sommes ensemble ce matin pour cette version digitale du forum Tomorrow M et ce sera à travers le regard de 4 pays, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. N'oubliez pas de choisir votre canal pour la langue préférée, le français ou l'allemand. Et sans plus tarder, je cède la parole pour quelques mots de bienvenue à Fabrice Janter, qui est le premier vice-président de la CCI Grand Est et président de la CCI de Moselle. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux en fait d'introduire cette manifestation ce matin, à plusieurs titres d'ailleurs, parce que on se retrouve à un niveau européen. Et le niveau européen, c'est aujourd'hui encore plus après la crise sanitaire qu'on a connue et puis toute l'évolution en cours, un élément vraiment considérable pour pouvoir justement passer des caps. Je suis aussi très heureux parce que cette filière automobile, elle nous tient à cœur. Elle nous tient à cœur, elle représente 2500 entreprises sur la grande région transfrontalière. C'est 450 000 salariés, 2 millions de véhicules qui sont produits chaque année. Cette filière automobile, elle représente bien à la fois la force que nous avons sur nos territoires ensemble et puis aussi le défi des mutations qui sont devant nous par rapport à la fois à l'évolution des modes de consommation, par rapport aux évolutions technologiques, climatiques. Et je crois qu'on gagne tous à faire ensemble. Et ne pas rester sur son secteur ou son pays, c'est certainement aussi une des grande force que nous pouvons avoir sur cette région. Alors, merci déjà à tous les participants de ce matin, tous ceux qui ont préparé, les équipes qui ont préparé cette manifestation qu'on fait en web. On aurait voulu la faire en présentiel. Alors, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, croyez-moi, à Metz, on fera quelque chose de formidable et j'aurai le plaisir de vous accueillir cette fois avec des choses qu'on pourra voir aussi, donc ce qui sera important. Le, Merci et je voudrais saluer Lila Merabé, vice-présidente de la région Grand Est, Sarah Guilaine du Parlement de Sarre, et puis vous tous qui œuvrez dans ce secteur automobile et qui êtes là ce matin. Donc on a beaucoup de nationalités qui sont représentées sur cette grande région, mais même au-delà. On a des gens qui participent d'Espagne, de Roumanie et d'ailleurs. Alors, ce forum automobile transfrontalier, c'est un événement aussi qui doit nous permettre finalement de pousser les choses plus loin. C'est une coordination qui est assurée par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est et qui associe une dizaine de partenaires sur le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et la Sarre, et le faire ensemble apprivoiser l'autre, comprendre ses modes de fonctionnement, c'est un élément important. Un des points aussi qui nous soucie en ce moment tous, hein, c'est le recrutement. Ce sont les talents, les compétences, comment les faire évoluer. Et si nous pouvons le faire au sein de cette grande région, on aura vraiment des capacités supplémentaires pour pouvoir aller plus loin. Donc, on va aborder tous ces sujets ce matin. Le, ce programme est financé aussi, il faut que je le dise, c'est important, par un programme européen et également des programmes régionaux qui y viennent, parce que ça ne serait pas possible autrement. Si on veut faire des choses, il faut y mettre des moyens. Et je crois que ça représente, au stade où nous sommes, vraiment tout l'enjeu de ce que nous avons devant nous, de notre volonté de faire ensemble et d'aller loin. Donc, je vous souhaite vraiment un bon séminaire ce matin. Participer, écouter, échanger, c'est vraiment la force qu'on tirera de tout ça qui nous permettra de passer des caps et puis d'envisager et d'écrire le futur. Merci à vous. Merci, Monsieur Janter, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le courant de la table ronde et à plusieurs reprises d'ailleurs. Et maintenant, nous allons écouter le président du pôle le véhicule du futur, Monsieur Marc Becker. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci Fabrice pour cette entrée en matière. Pour ma part, après brièvement brosser ce qu'est le pôle véhicule du futur, je voudrais vous dire comment
le pôle aide ses membres à gagner le virage de la transition énergétique et digitale, aussi bien sur le plan des produits que sur le plan des procédés du digital du 4.0. Donc, tout d'abord, des informations sur le pôle véhicule du futur. Donc, nous sommes partenaires du projet PAE pour le pôle automobile européen et nous sommes dans un pôle de compétitivité, un cluster d'innovation sur les véhicules, les solutions de mobilité et les services associés. Le pôle véhicule du futur anime et rassemble un écosystème de 500 membres pour le quart nord-est de France sur les deux grandes régions que sont le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes également représentants en région de la PFA, filière automobile et des mobilités. Je salue aussi Marc Mortureux, son directeur général. Ensemble, nous répondons aux grands enjeux de l'évolution des mobilités et de l'industrie manufacturière du futur. Le pôle fédère des entreprises, des structures de recherche publiques, des organismes de formation autour de projets collaboratifs d'innovation, programmes d'amélioration de la performance industrielle, ainsi que de nouvelles formations et acquisition de compétences. Le pôle est un moteur de la structuration d'une filière automobile et de mobilité tournée vers l'avenir, soucieuse des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Nous accompagnons aussi les collectivités de nos territoires dans leurs réflexions stratégiques. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, car les intervenants qui suivront vont dresser le bilan de la situation de la filière automobile. Dès lors, je vais illustrer comment le pôle accompagne ses membres à gagner le virage de la transition énergétique et digitale, donc tant sur le plan des produits que celui des procédés du digital du 4.0. Je prends à titre d'exemple la thématique de l'électrification des véhicules, aussi bien sur base d'une batterie ou sur une base d'un réservoir d'hydrogène. Le pôle réalise une veille hebdomadaire sur les marchés et les technologies, ainsi que les appels à projets régionaux, nationaux et européens. Nous accompagnons ces projets d'innovation en les fléchant vers les bons guichets de financement et bien sûr en aidant à la construction, à la rédaction du projet. Je citerai le projet IH2 de Automobile d'Angèle qui est financé dans le cadre du plan de relance national. Il s'agit d'un développement d'un module d'énergie hydrogène pour l'hybridation de véhicules utilitaires. Le pôle pilote, en appui de la stratégie régionale d'hydrogène du Grand Est, le projet Dynamise. C'est un projet de structuration d'une filière industrielle hydrogène. Ce projet Dynamise a pour ambition d'impulser et d'accélérer le développement d'une filière industrielle d'hydrogène en Grand Est et toute la chaîne de valeur, de la production aux usages. Ces usages sont les mobilités, les bâtiments, le stockage d'énergie, et j'en passe. Il s'agit de mettre en œuvre l'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. Afin d'animer ce nouvel écosystème régional et apporter une réelle offre de services aux acteurs privés et publics, le consortium Dynamise a créé en 2019 le Club Hydrogène Grand Est. Ce club est connecté aux réseaux nationaux et internationaux comme France Hydrogène ou Hydrogen Europe. Le Club Hydrogène Grand Est est un lien d'échange, de collaboration, d'innovation et de business. Fort de 57 membres, le club continue à croître, il déploie sa feuille de route, anime l'écosystème avec de nombreux webinaires et de nombreux groupes de travail. Il en ressort de nombreux projets qui se montent en région. Les sujets de compétences de formation sont également pris en compte avec l'Université de Lorraine pour animer ce merveilleux projet. Ici, je tiens à remercier Lila Merabé de nous avoir permis de se réaliser dans ce merveilleux projet. Je terminerai avec l'international. C'est un des thèmes phares d'aujourd'hui. Au-delà de notre participation à ce projet PAE,
Le pôle a organisé en mai dernier une mission dématérialisée franco-allemande sur les batteries lithium-ion et organisera début décembre prochain en présentiel une mission hydrogène en Allemagne pour rencontrer les constructeurs et les équipementiers. Vous le voyez, le pôle véhicule du futur est aux côtés des entreprises de la filière pour les aider à anticiper, pour se positionner sur les marchés à valeur ajoutée des nouvelles mobilités. Je vous souhaite un bon séminaire et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Becker. Pour clôturer cette session introductive, on va se tourner vers Lila Merabé. Bonjour, vous êtes vice-présidente à la région Grand Est en charge de la compétitivité, de l'innovation et du numérique. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ce territoire, eh bien, il est pertinent finalement pour y déployer des innovations et des expérimentations également. Oui, absolument. D'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans un cadre qui me paraît à la fois, j'allais dire, un tout petit peu différenciant parce que nous sommes en digital et je nous souhaite et vous souhaite à tous de retrouver très vite, j'allais dire, les rencontres en présentiel et le networking que cela permet, mais aussi parce que la liste des invités fait la démonstration effectivement que ce bassin de vie de la grande région est un bassin pertinent pour nos coopérations économiques, pour les coopérations en termes de technologie et puis pour les coopérations, j'allais dire, sur l'innovation. Donc ça me paraît très pertinent. Mais avant de vous dire ça, je voudrais quand même saluer les organisateurs, les deux chefs de file de ce magnifique projet à travers à la fois M. Janter pour la CCI et puis Marc Becker pour le pôle véhicule du futur, dont je sais que l'un et l'autre sont, à travers leurs organisations et eux-mêmes, extrêmement engagés sur les dynamiques de mobilité et des nouvelles mobilités pour l'avenir à l'échelle de ce territoire, effectivement, que je vous confirme être très pertinent et sur lequel nous avons déjà des coopérations dans d'autres domaines, notamment la santé, mais la mobilité, et on le sait, sur ce qui est le bassin lorrain, en lien avec la Sarre et le Luxembourg, sont des enjeux majeurs. Oui, excusez-moi, je vous ai perdu une microseconde. Je parlais donc de ce tissu industriel avec, bien sûr, de nombreuses entreprises, mais aussi des startups et toute une force en fait de créativité. Oui, absolument. Nous avons tendance à considérer effectivement que l'export et l'innovation vont être les piliers de la compétitivité de nos territoires dans chacun de nos pays, mais aussi de l'Europe. On voit aujourd'hui effectivement que les grandes puissances mondiales mènent une bataille assez rude sur ces questions-là, et on voit qu'un certain nombre de parties du monde ont gagné déjà j'allais dire quelques matchs, mais n'ont pas encore tout gagné. Et je considère de ce point de vue que nous avons la chance d'avoir de magnifiques entreprises de part et d'autre de ce qui est encore un tout petit peu une frontière, mais en tout cas de nos périmètres nationaux respectifs. Et nous avons aussi la chance d'avoir un écosystème de l'innovation extrêmement robuste dans chacun de nos territoires. Moi, je connais très bien ce qui sort du DFKI, par exemple. Nous avons vraiment des choses très intéressantes. Metz est une place forte, Strasbourg également. Et je considérerais que nous aurions à gagner à sourcer nos entreprises par de l'innovation qui serait, j'allais dire, en open innovation. Toutes nos entreprises n'ont pas la capacité et d'ailleurs n'ont pas la vocation, et on le voit dans les grands groupes, à aller, j'allais dire, se sourcer en interne à travers leur département de R&D. Et moi, je pense que nos startups qui ont déjà dérisqué, qui sont allées chercher des solutions innovantes, des solutions très disruptives, seraient des leviers exceptionnels de la croissance, j'allais dire, de nos entreprises et donc de notre capacité sur le territoire à porter la révolution sur les questions de mobilité. J'en serai témoin demain puisque Vivatech commence et que nombre d'entreprises du Grand Est y seront présentes et notamment sur ces enjeux de mobilité. Alors, vous parliez de matchs à gagner. Bon, ce soir, il y a France-Allemagne pour l'Euro de football. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, pour terminer, peut-être, qu'est-ce que vous attendez de cette journée d'échange transfrontalier? Écoutez, alors je pense que la coopération est toujours un recommencement. Nous nous connaissons bien, nous nous faisons confiance, nos chercheurs travaillent ensemble, nos écoles travaillent ensemble, beaucoup d'entreprises coopèrent. Moi, je souhaite que cette journée, d'abord, donne satisfaction aux participants pour venir y trouver des solutions concrètes, pour venir y envisager des projets qui puissent
j'allais dire, satisfaire les uns et les autres. Marc Becker le disait tout à l'heure, c'est un beau projet, il y a de la réussite. Ceci doit nous donner, j'allais dire, du courage et de l'audace pour continuer. Et ce que je dirais, c'est effectivement de passer le cap d'après, d'enclencher sur le prochain projet et de dire que ce territoire de la Grande Région est vraiment le territoire pertinent pour que les grandes transformations sur la mobilité puissent se jouer. Nous avons des flux importants de passage, donc je ne doute pas que vous trouverez les solutions. Et si vous m'y autorisez, je me permets de vous saluer. Je fais ce matin quasiment une de mes dernières interventions puisque j'ai choisi de ne pas poursuivre dans le champ de la collectivité et j'arrête là, en tout cas pour l'instant, les responsabilités politiques. J'ai été ravie de vous rencontrer toutes et tous. Je salue vraiment l'engagement des hommes et des femmes que j'ai rencontrés à travers l'ensemble de ces organisations, particulièrement effectivement le pôle véhicule du futur, mais également nos collègues de la CCI de Moselle. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous dire que nous restons, en tout cas la région Grand Est reste très attentive à ces enjeux et restera un partenaire fort pour vous aider à trouver les solutions de demain. Merci à vous. Merci Madame Mérabé. On va poursuivre maintenant avec la table ronde, comment la filière automobile et mobilité s'adapte aux enjeux dans la grande région. Donc je précise simplement que cette conférence va avoir plusieurs parties et qu'à chaque fois, eh bien, nous aurons des questions qui seront filtrées par Vincent Carrel, qui est donc Monsieur Pôle Véhicule du Futur dans la région Grand Est. Qui a Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Bonjour Vincent, vous serez nos yeux et nos oreilles sur le chat, bien sûr, pour filtrer les questions. On vous retrouve dans quelques instants. On va regarder maintenant le profil des intervenants. Donc, on aura à la fois une vision nationale à travers la PFA pour Marc Mortureux, donc la filière automobile française. Nous aurons Sébastien Brunkhoff pour le VDA, qui est donc l'organisation professionnelle allemande. Nous aurons le point de vue pour le Luxembourg de Juliane Profit à travers l'ILEA, c'est donc la voix des équipementiers. Marc Boden, côté français, nous parlera du groupe Stellantis et la transformation des sites de Trémery et Metz par rapport à l'électrification. Thomas Feiss représente un équipementier allemand, Voigt Automotive, il est directeur des ventes techniques. Michael Grandfils, pour la Belgique, nous parlera de Labbox, c'est un incubateur de start-up, on parlera de nouvelles mobilités, et donc Fabrice Janter, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, fera partie également des invités. On aborde tout de suite la première partie, comment les États et les collectivités ont géré cette crise du Covid. Et je propose d'abord d'écouter Sébastien Brunkhoff pour l'Allemagne. Comment finalement votre pays, Monsieur Brunkhoff, a réagi par rapport au Covid pour essayer d'aider son industrie automobile? Ja, zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier für den Verband der Automobilindustrie aus Deutschland sprechen darf. Okay, dann spreche ich weiter. Ja, ist es so besser? Wunderbar. Ja, es gibt, ich glaube, alors, j'avais réfléchi quand on réfléchit à la question de savoir comment l'Allemagne a passé la crise du Covid, c'est en fait grâce au chômage technique. En fait, c'est une allocation de chômage technique qui est payée aux salariés qui sont au chômage partiel. Ça a aidé beaucoup, tant les entreprises, bien sûr, que les salariés pendant la première vague du Covid. C'est en effet l'outil le plus important mis en œuvre par la République fédérale d'Allemagne. Par ailleurs, nous avons aussi un plan de relance qui est très important. On le trouvera aussi dans d'autres régions européennes. La qualité du son de M. Brunkhoff n'est vraiment pas très bonne. L'Allemagne a décidé de se focaliser dans son plan de relance, de se concentrer grandement sur l'électromobilité. On recevra donc une prime quand on achète une voiture électrique. Et cette prime a même été augmentée pendant la crise du Covid. Et pendant le deuxième semestre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée a été réduite de 3 points de pourcentage et l'électromobilité a été grandement subventionnée. Donc, l'achat des véhicules électriques a été cofinancé par l'État.
pour les consommateurs. En même temps, on s'est concentré aussi sur les flottes de camions, de poids lourds et de bus pour que les entreprises puissent améliorer leur hybridiser, par exemple, ou électrifier plutôt leur flotte. Dernier point, on a aussi essayé de regarder vers l'avenir et de préparer les entreprises pour l'avenir, pour mieux gérer et maîtriser les défis de l'avenir. Entre autres, les entreprises sont soutenues dans la production de nouveaux produits innovants et dans la création de clusters régionaux. C'est un programme qui a été lancé un peu plus tard, à la fin de l'année dernière. Le début était un peu difficile, les entreprises étaient un peu réticentes au début, mais c'est devenu quand même un module important pour que l'industrie allemande puisse se récupérer de la crise. Et ça a assez bien fonctionné en Allemagne. Les constructeurs ont laissé derrière eux la crise du Covid, sont optimistes maintenant, commencent à produire à nouveau et sont optimistes qu'une 4e vague puisse être évitée. Très bien, merci M. Brunkov. Côté français, je vais me tourner à présent vers Marc Mortureux, qui est le directeur général de la PFA. Là, on peut dire que les autorités françaises ont répondu présent pour être aux côtés de l'industrie. Bonjour à tous, donc Marc Mortureux. Oui, très clairement, les autorités françaises ont réagi vite et fort pour soutenir les entreprises et les salariés depuis le début de la crise. N'hésitez pas, Marc, à activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Voilà, je vais mettre la caméra pour qu'on puisse me voir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit ma caméra? Oui, est-ce qu'on voit? Oui. Parfait. Bien, donc voilà, les autorités françaises clairement ont réagi rapidement, c'est clair. Alors moi, je distinguerais plusieurs temps dans la gestion de crise. Le premier temps, c'est les mesures d'urgence, protection des populations et des salariés, le confinement. Et je dois dire que la région Grand Est a payé un particulièrement lourd tribut dans cette première phase, avec une mobilisation assez remarquable également de la région, Grand Est, en complément de l'État. Et je dirais dans les mesures d'urgence, comme ça a été évoqué par mon collègue allemand, également des dispositifs très puissants en matière de chômage partiel, pour préserver l'emploi dans les entreprises dans ces périodes de forte inactivité, et d'autre part, un soutien aux entreprises au travers notamment de prêts garantis par l'État pour maintenir la trésorerie des entreprises. Ça, c'est première phase. Ensuite, on a eu une phase de, je dirais, préparation de la reprise d'activité à l'issue de la première phase de confinement, avec un gros travail qui a été fait sur les protocoles sanitaires pour permettre la reprise d'activité dans de bonnes conditions de protection. Et là, je dois dire qu'il y a eu une bonne solidarité entre les grandes entreprises qui avaient notamment une expérience en Chine, qui était en avance de phase dans la reprise de l'activité, qui ont partagé les protocoles, les expériences à l'ensemble des entreprises de la filière au travers des pôles de compétitivité, de la PFA, etc. Et puis, nous avons aussi, pour préparer la reprise, fait un travail pour essayer de coordonner les calendriers de reprise des usines terminales d'assemblage de véhicules qui nécessitent en amont la reprise de toute la supply chain. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième temps, ça a été d'essayer de redémarrer la machine, en particulier au niveau du marché. Il faut savoir qu'à fin mai 2020, nous étions à une chute de 40% sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à 2019. Nous avons eu, et l'État a répondu présent, un plan de soutien automobile spécifique assez important qui a bien fonctionné dès le début du mois de juin pour relancer l'activité du marché avec des bonus, ce qu'on appelle la prime à la conversion pour
stimuler la demande et ça a permis, je dirais, un peu de limiter les dégâts puisque le marché automobile français a fini l'année en baisse de 25,5%, ce qui est historique, mais évidemment moins que les moins 40% à fin mai. Et puis également un certain nombre de soutiens à l'offre, notamment pour maintenir les investissements de R&D, les investissements productifs dans cette période difficile pour préparer l'avenir. Et puis, dernier temps, c'est, je dirais aujourd'hui, c'est clair que l'horizon s'éclaircit, mais on n'est pas complètement sorti de la crise parce que, d'une part, on voit que le marché reste assez largement en berne. On est sur les 5 premiers mois de l'année, encore en baisse d'environ 22% par rapport à 2019. Donc, on est très loin d'avoir retrouvé les niveaux de 2019 qui étaient élevés, même si on peut espérer que ça va s'améliorer. Mais je dirais surtout, on voit les conséquences des stop and go qu'il y a eu en 2020 dans des dérèglements de notre supply chain et qui s'appliquent, je dirais, dans le monde entier avec des pénuries bien connues dont on parle beaucoup de semi-conducteurs, mais également des grosses perturbations dans les prix et les délais de livraison de toute une série de matières premières, les plastiques, les aciers, l'aluminium, les problèmes d'augmentation considérable des prix des conteneurs pour le transport, notamment entre l'Asie et l'Europe. Tous ces éléments-là, qui sont en partie des conséquences de cette crise, sont en ce moment encore très présents et posent un certain nombre de difficultés encore à la filière automobile sur laquelle nous nous mobilisons. Donc voilà globalement les principaux temps de la gestion de cette crise, mais on peut réellement se féliciter de la mobilisation des pouvoirs publics au niveau national comme au niveau régional. Merci. Côté Luxembourg, on va à présent se tourner vers Juliane Profit. Vous êtes le président de l'UEA, c'est Luxembourg Automotive Suppliers Association. Même question, peut-être rapidement, comment les luxembourgeoises… Oui, pas de problème. Côté Luxembourg, il y a en effet une réaction très rapide, de choses qu'on a l'habitude étant un petit pays. Ça, c'est l'avantage toujours qu'on a une bonne réactivité au niveau du gouvernement. Le premier volet, c'était sur la santé et hygiène, avec la préparation d'un règlement grand-ducal du 17 avril 2020 qui a bien établi les obligations des employeurs et les obligations des employés, ce qui était important parce que notre secteur particulièrement n'est pas un secteur qui peut pratiquer beaucoup de télétravail et la présence des personnes sur les sites de fabrication était nécessaire. Un autre impact est que Luxembourg est dépendant des frontaliers, des travailleurs frontaliers, d'un grand parti dans notre secteur. Alors, c'était très important que les frontières restaient ouvertes et c'était facile pour les employés qui habitent en France, en Belgique, en Allemagne, de rejoindre le lieu de travail à tout moment, 24/24. Le deuxième volet, c'était sur un programme de stabilisation économique qui a pris plusieurs volets. Les volets étaient similaires, je crois, à la France. L'établissement de la liquidité, assurer que les sociétés ont pu maintenir les emplois via un chômage partiel qui continue encore dans la même forme, au moins jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et on espère peut-être encore un peu plus longtemps pour notre secteur qui est quand même stratégique à l'économie luxembourgeoise. Nous avons pu également discuter directement avec le ministre de l'économie pour pouvoir profiter pleinement de toutes les directives EU qui ont été mises en place et qui ont permis finalement, par exemple, de Luxembourg de profiter des subventions directes liées avec la crise Covid-19 qui n'était pas le cas avant, la plupart des Luxembourg n'ayant pas le droit de toucher des subventions. Et d'autres mesures qui ont été maintenues jusqu'à maintenant, justement pour la flexibilité par rapport les congés pour raisons familiales qui étaient nécessaires, surtout ayant une partie des employés qui viennent d'autres pays et la législation peut bien changer en Lorraine et que ça impacte les employés d'une société au Luxembourg.
Alors ça, rapidement, ça c'était la situation au Luxembourg qui était très très bien menée, très bien mise en place et qui continue, comme je dis, dans la même forme jusqu'au fin de ce mois. Merci pour cet éclairage. Et côté Belgique, je vais demander à Michael, le grand-fils, de nous rejoindre. Vous faites partie d'un grand groupe qui s'appelle D'Iteren, qui est un groupe spécialisé dans la distribution automobile. Vous avez donc, j'imagine, une bonne vision globale là, sur la façon dont justement les autorités publiques ont pu aider cette industrie en Belgique. Oui, alors un des premiers éléments en fait qui n'était pas directement lié au pouvoir public mais qui a aidé énormément, c'est que le salon de l'auto de Bruxelles se tient traditionnellement au mois de janvier. Et donc en fait on a eu quelque part la chance que le Covid arrive un petit peu après cela, et environ 50% du volume, du moins dans le B2C, est réalisé sur les mois de janvier-février. Donc c'est déjà un premier déjà un petit peu d'avantage que nous avons eu, alors qui n'est pas pour le coup lié directement au pouvoir public. En ce qui concerne ceci, ben, ils ont, je pense un petit peu, hein, comme je n'ai pas répété tout ce qui était dit avant, mais donc ils ont travaillé à la fois sur des plans de point de vue chômage partiel qui ont pas mal aidé. On a eu aussi, je pense, une bonne concertation avec le secteur automobile sur le fait de rouvrir les concessions automobiles, tant sur la partie vente qu'après-vente, à des moments qui étaient relativement tôt. Hein. Donc il y avait entre autres le personnel hospitalier qui avait besoin de toute la partie après-vente. Donc ça, je pense que c'est un deuxième élément. Et puis alors, dans le cadre du plan de relance, donc je pense que là-dessus, il y a une partie importante qui était consacrée à la mobilité, mais donc essentiellement sur le volet de transport public, plutôt sur la partie infrastructure. Donc du point de vue de notre filière, on pense qu'un petit peu plus aurait pu être mis sur des supports dans notre secteur, en particulier sur la partie borne de recharge, où, comme vous savez probablement, la Belgique est assez régionalisée. Donc certaines régions étaient un peu plus promptes à débloquer des financements dans ce domaine-là que d'autres. Et donc, on espère quand même que les pouvoirs publics dans les différentes régions vont continuer à prendre les choses en main dans ce secteur, hein, pour lequel je pense qu'il y a vraiment besoin de coordination assez forte entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé n'a pas la main sur les voiries. Et donc, à des fois d'investissement, c'est un sujet en tout cas duquel les pouvoirs publics, de notre point de vue, doivent s'emparer un petit peu plus fortement que ce qui est fait aujourd'hui. Et puis, leur dernier élément à mettre en avant peut-être, c'est le fait que je pense que comparativement à la France, hein, donc je travaille en Belgique, mais je vis dans le nord de la France, je pense que les pouvoirs publics en Belgique ont beaucoup plus insisté, je pense, que d'autres régions sur la notion de travail depuis la maison. Donc, c'était assez strictement contrôlé, on va dire. Donc, il y avait des contrôles inopinés dans différentes sociétés, ce qui fait que les employeurs belges, des sociétés, je dirais, moyennes et grandes, ont vraiment pris très, très peu de risques sur le sujet, et la plupart des employés travaillent de la maison. Et alors, je dirais de façon un peu collatérale, mais positive, en fait, cela a forcé les entreprises à devoir s'adapter peut-être encore plus que dans d'autres régions. Et je pense que c'est intéressant à la fois d'un point de vue développement futur, donc s'habituer à travailler de façon un peu plus forte de cette façon-là. Et c'est également intéressant parce que ça modifiera probablement encore plus les politiques de mobilité des entreprises dans le monde d'après Covid, quoi, le new normal, comme on en parle régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Fabrice Janter pour la CCI, donc le Grand Est et Moselle. Comment finalement, en région Grand Est, eh bien, le plan de relance a été appliqué localement? Alors, à la base, hein, ça a été très bien dit par Marc Mortureux, jamais on n'a eu autant d'aide venant de l'État pour les entreprises. La question derrière, ce sont les modalités pratiques. Et c'est là où les chambres de commerce et d'industrie, en fait, ont réagi très fortement de façon à pouvoir conseiller, expliquer, parce que vous savez qu'en France, on sait faire de grandes choses, mais on a aussi une administration qui écrit beaucoup de réglementations qu'on a parfois du mal à déchiffrer. Donc, en Moselle, par exemple, on a mis en place une cellule Allo PME, de façon à pouvoir écouter toutes les entreprises. Et quand on parle de notre filière automobile, il y a des très grands groupes, mais il y a beaucoup de sous-traitants qui sont des PME. Donc, situation juridique, situation du dirigeant, les modalités d'application, tout ça, ça a été du coût humain.
on a accompagné plus de 2700 entreprises en direct comme ça. Donc ça, c'était un élément important. L'autre élément, ça a été France Relance. Et comment en bénéficier? Donc, on a fait des reportages pour montrer en fait comment des entreprises du Grand Est avaient pu bénéficier de France Relance avec des mots simples, de façon à ce que ça serve d'exemple aussi. Et puis, on a le Business Act qui a été mis en place au niveau du Grand Est, qui donne aussi des voies pour avancer. Et notre rôle à nous, c'est vraiment de faire en sorte que sur le terrain, sur le territoire, on arrive vraiment à faire passer les caps à toutes nos entreprises. Puis le dernier volet, c'est la formation. On a mis en place aussi dans nos centres de formation des éléments spécifiques. Comment gérer le stress, comment faire évoluer les choses, comment pratiquer le télétravail, etc. Ce n'était pas évident et ça a permis là aussi d'aller beaucoup plus loin. Je crois que la proximité là-dessus, elle a joué, mais très, très fortement. Merci beaucoup. Réaction peut-être rapide de deux industriels à présent. Je vais commencer par Marc Boden pour le groupe Stellantis. Dans l'Est de la France, je rappelle que Stellantis, c'est PSA et Fiat Chrysler. Oui, bonjour à tous. Bon, je crois que déjà beaucoup a été dit sur les mesures prises par les gouvernements et par les collectivités. Moi, ce qui m'a surtout frappé en tant qu'opérationnel, en tant qu'industriel, c'est la vitesse avec laquelle ces décisions ont été prises et il faut en rendre le crédit à ceux qui ont été acteurs. C'était effectivement une crise tellement soudaine qu'il fallait savoir réagir de façon instantanée quasiment, et ça a été le cas. Le président Jean-Terre l'a souligné, en France, on n'est pas toujours très rapide, et là, il faut reconnaître que ça a été vraiment rapide, c'est très appréciable pour nos industriels. Donc, je reprendrai juste 3 éléments rapidement pour témoigner de la manière dont ces outils, dont ces aides, dont ces décisions ont pu nous aider. Premièrement, c'est évidemment l'activité partielle, hein, quand on a décidé d'arrêter les 2 sites de Trémery et de Metz en mars de l'année dernière. C'est 4000 salariés qui se sont posés la question de que va-t-il se passer, hein, que vont devenir mes revenus, comment est-ce que je vais boucler les fins de mois. Et on a eu la réponse extrêmement rapidement, ce qui nous a permis de nous concentrer sur ce qui était finalement l'essentiel à ce moment-là, c'est-à-dire d'une part le protocole sanitaire. Et il est vrai que les grandes entreprises, je crois, et Stellantis en particulier, ont cherché à anticiper le plus possible la construction de ce protocole et de le partager ensuite avec les autres acteurs économiques, et le redémarrage. Parce que là, la grande question, c'était comment allons-nous faire pour redémarrer après une période d'arrêt aussi longue? C'était absolument inédit. Deuxièmement, deuxième témoignage, c'est évidemment le plan de relance automobile, hein, qui précisément a permis le redémarrage, plutôt progressif d'ailleurs, des usines du groupe au rythme des appels du marché. Un redémarrage qui a été fortement teinté d'électrification, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Et puis le troisième point, c'est le Business Act Grand Est, auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer, puisque je présidais un des groupes de réflexion sur précisément la question de la supply chain et de la localisation, puisque évidemment, cette crise a révélé la dépendance qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la supply chain mondiale sur la question des médicaments, des vaccins d'abord, mais ensuite, on l'a vu et on le vit encore, hein, vous l'avez cité, sur la question des approvisionnements et notamment des approvisionnements de matières premières. Oui, sans oublier les semi-conducteurs qui posent problème à toute l'industrie automobile mondiale. Merci. Pour terminer sur ce point, je voudrais faire intervenir Thomas Feiss pour Voith Automotive. Monsieur Feiss, êtes-vous satisfait de l'aide qui a pu être apportée en Allemagne? Est-ce que ça vous a bénéficié? On ne l'entend pas pour l'instant. Ah, on me dit qu'on a un petit problème de son et de connexion avec Thomas Feiss. Entschuldigung. Ah. So, jetzt funktioniert's, ja? Maintenant, ça fonctionne, non? Donc, je disais, on avait donc le chômage partiel et on a fait de très bonnes expériences dans les premiers mois. C'était très peu bureaucratique, la demande de ces fonds. Les fonds étaient virés très rapidement. Et nous avons aussi apporté pas mal nous-mêmes.
nous avons transposé des concepts, nous avons beaucoup de personnes qui sont transfrontalières, nous avons mis en place des mesures d'hygiène, le télétravail jusqu'à 90%. On ne connaissait pas trop ça, mais ça a très bien fonctionné. Et donc, on va certainement garder certaines de ces expériences. Chez Voith Automotive, nous avons bien traversé la crise. Donc, après ces 3-4 mois de chômage partiel, la demande s'est fortement accrue. Ni chez nous, ni chez nos clients, il y a eu des arrêts complets. Et donc, on a pu augmenter les chiffres de livraison très rapidement. Et donc, on a bien traversé cette crise. Vincent Carrel, pour savoir si nous avons eu des questions pour nos premières parties sur les mesures qui ont accompagné donc, la crise du Covid. Vincent, qu'en est-il? Écoutez, pour l'instant, pas de questions, hein. Donc, je rappelle simplement à tout le monde, hein, que vous avez la possibilité, dans la petite barre que vous avez dans votre application Zoom ou sur le web Zoom, un petit icône discussion, hein. Donc, n'hésitez pas pour la suite des débats à poser vos questions. Merci. On enchaîne donc sur la partie 2 qui concerne l'électrification. Alors, vous l'avez compris, c'est le thème principal finalement de cette discussion. Et je vais à nouveau me tourner vers Sebastian Brunkov pour le VDA en Allemagne. On peut voir qu'en Allemagne, il y a certains constructeurs, Volkswagen pour ne pas le nommer, qui fait beaucoup pour l'électrique en ce moment. Mais on a l'impression que les industriels ne sont pas tous forcément sur la même ligne. Et ils se posent notamment des questions, je crois, sur le maintien du moteur thermique. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur Brunkov? Alors, tous ne prennent pas le même chemin, mais un chemin relativement similaire. Donc, Volkswagen mise à fond sur la mobilité électrique. Ça dépend aussi de la demande. Donc, il y a tout ce qui appuie vraiment sur l'électrification pour sortir, lancer de nouveaux modèles sur le marché rapidement. Donc, il n'y a pas de très grande différence parmi les industriels. Donc, on a l'impression qu'il y a plus de différence qu'il n'y en a pas vraiment. Donc, tous les constructeurs ont le même problème. Il faut très rapidement atteindre les nouvelles normes qui changent en continu. Et donc, il faut très rapidement réduire les émissions et ce n'est possible que grâce à l'électrification. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai engagement dans l'industrie allemande d'ici 2030. Il y a des priorités très fortes autour de l'électrification. Donc, parce que c'est que grâce aux véhicules électriques que nous pouvons atteindre ces normes et baisser ces émissions. Et c'est très important pour pouvoir gagner de l'argent aussi avec des véhicules électriques. Il faut atteindre un niveau assez élevé, avoir une certaine part de marché. Et donc, il faut aussi faire pression sur la structure sur l'infrastructure de chargement. Donc, nous avons tous cet objectif 2030 et puis nous examinons aussi d'autres alternatives. Le moteur de combustion restera encore sur le marché et il faudra aussi réfléchir comment rendre CO2 neutre les véhicules qui sont mis sur le marché aujourd'hui.
pour que d'ici 10 ou 15 ans, ces véhicules soient plus neutres. Il est très difficilement à comprendre parce que son son est très mauvais. Et nous espérons que 3/4 de nos véhicules sont exportés vers l'étranger et ce sont souvent des régions qui ont des structures différentes de celles en Europe. C'est-à-dire, nous proposons de la batterie, de la mobilité électrique vers des pays où il n'y a pas de perspective à court terme. Donc, il faut aussi pouvoir proposer des véhicules non électriques pour ces pays. Et donc, on peut aussi miser sur des moteurs de combustion qui soient plus efficaces, plus CO2 neutres, mais aussi l'hydrogène jouera un rôle. Donc, il y a pas mal d'années où il faudrait continuer avec les moteurs de combustion si on souhaite réduire les émissions en CO2 aussi à ce niveau-là. Donc, il nous faut promouvoir l'électrification pour atteindre un niveau élevé très rapidement et en même temps, nous n'excluons pas d'autres alternatives, par exemple l'hydrogène, les piles combustibles. Donc, il nous faut aussi des technologies de niche où l'électrification ne fonctionnera pas rapidement. Le plus important, d'après moi, n'est pas la motorisation, mais c'est plutôt d'avoir de plus en plus de courant qui soit CO2 neutre. Parce que de proposer de l'électrification avec un courant qui n'est pas propre, ça ne fait pas tellement de sens. Côté allemand, j'aimerais avoir en complément Thomas Face pour Voith Automotive. Comment vous accompagnez justement cette électrification de l'industrie? Avec quelles solutions? Ja, zuallererst die Dans Herausforderung. un premier temps, nous souhaitons bien sûr faire face à ce défi. C'est une opportunité pour tous. Nous avons la chance que nous avons des composantes qui ne sont pas fournies directement pour le moteur de combustion, mais nous produisons déjà beaucoup pour l'électrification pour des véhicules qui sont déjà hybrides ou électriques. Du coup, So hart wie vielleicht in anderen Branchen. donc moins de moteurs de combustion qui sont produits, mais on n'entend pas quand même de la part de nos clients vers où l'évolution se dirige et donc il y a des composantes pour l'électronique électrique, pour l'hydrogène qui sont demandées et ces composantes ont une avance par rapport aux composantes conventionnelles. Ils doivent être refroidis à l'eau, donc demandent de nouveaux caractéristiques et il n'y a pas encore de solution fixe pour cela sur le marché et nos clients ne s'y connaissent pas non plus, donc c'est une vraie opportunité pour nous et nos clients souhaitent que les fournisseurs, les sous-traitants développent beaucoup dans ce sens-là. Et c'est bien sûr complètement différent d'une situation où on sort juste des pièces conçues de A à Z déjà. Et donc, contrairement à avant, nous accompagnons aussi la conception des prototypes. Nous avons donc toute une partie chez nous où le client nous pose les premières demandes et nous l'accompagnons dès ce moment-là. Donc, nous utilisons toutes les opportunités pour les accompagner avec différentes composantes et pour pouvoir faire face à ces changements. Souvent, les modifications sont nouvelles pour les clients
ils ont déjà commencé une première conception, mais qui n'est pas très mûre. Donc, il y a un grand besoin dans ce domaine et nous souhaitons voir cela comme une opportunité et l'utiliser. Et donc, nous n'hésitons pas à concevoir en amont pour accompagner nos clients. Et ça, c'est notre roadmap pour l'électrification. Merci beaucoup, Monsieur Feiss. Côté français, Marc Mortureux, alors on voit que l'industrie automobile s'est adaptée, propose des modèles hybrides rechargeables électriques. Là aussi, il y a un souci, c'est qu'il faut que l'infrastructure de charge suive au même rythme, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Oui, c'est clair que l'électrification, c'est parti. C'est un mouvement de fond qui est assez largement irréversible aujourd'hui. Et notre enjeu, ce n'est pas de le ralentir, c'est de le réussir. On a vu, ça a été spectaculaire en 2020, malgré la crise Covid. Et en ce début d'année 2021, les ventes continuent à progresser. En France, on a à peu près 20 000 véhicules électriques supplémentaires vendus sur les 5 premiers mois par rapport à l'année dernière, sur la même période. Bon. Notre vrai sujet, ce n'est pas la capacité des constructeurs à mettre sur le marché les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ce sont effectivement les infrastructures de bornes de recharge. C'est un problème partagé d'ailleurs par beaucoup de pays. Nous mettons une très forte pression puisque nous avions signé un contrat de filière avec l'État, avec les régions en 2018, où justement on s'était engagé dans une multiplication par 5 des ventes de véhicules électriques entre 2018 et 2022, et l'État s'était engagé à une trajectoire équivalente pour atteindre 100 000 points de recharge accessibles au public d'ici 2022. On en est loin aujourd'hui, on est plutôt autour de 35 000. On devrait être en fin d'année à 70 000 pour tenir notre objectif. Donc là, on a une vraie préoccupation, qu'il s'agisse notamment des bornes de recharge dans les copropriétés, à domicile, pour tous ceux qui habitent dans des résidentiels collectifs, et puis des grandes préoccupations aussi sur les grands axes routiers et autoroutiers, sur des bornes de recharge rapides qui vont être indispensables si on veut effectivement, je dirais, élargir la gamme des usages du véhicule électrique. On a quelque chose de positif. Quand on fait des enquêtes côté consommateur, on s'aperçoit que les intentions d'achat de véhicules électriques progressent. Ils deviennent même plutôt majoritaires aujourd'hui. D'autre part, le niveau de satisfaction des gens qui ont un véhicule électrique est meilleur que le niveau de satisfaction moyen. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Par contre, pour le moment, ce sont surtout des gens qui habitent en pavillon, qui ont au moins 2 véhicules, et on voit bien que pour poursuivre cette accélération assez incroyable dans laquelle nous sommes, il faut absolument résoudre ces questions-là pour élargir le champ. L'État a été bien présent pour nous accompagner sur les bonus, pour stimuler et réduire l'écart. On voit que les progrès des batteries font qu'on peut espérer qu'en coût global du véhicule électrique d'ici 2025, on ne soit plus trop loin, sous réserve que la fiscalité qui était sur les carburants ne soit pas renvoyée sur l'électricité. Ça, c'est évidemment un point majeur qui est quand même une question pour le futur. Mais voilà, et on est dans une accélération aujourd'hui qui est assez spectaculaire. Les constructeurs eux-mêmes, face à toutes les contraintes réglementaires, sont obligés de faire des choix. Et c'est eux-mêmes qui vont accélérer cette transformation vers l'électrique. Alors à batterie, mais aussi vers l'hydrogène. Il faut faire de cette période qui est très compliquée, il faut en faire une opportunité. Et c'est vrai qu'on a des industriels, on a des technologies qui peuvent nous permettre d'être bien positionnés. Et puis on a aujourd'hui en France, et plus globalement en Europe, mais notamment en France, une électricité décarbonée qui constitue un atout considérable. Après, pour moi, les points auxquels il faut faire attention, qui ont déjà été invoqués, c'est la cohérence d'ensemble. C'est bien de développer le véhicule électrique, il faut être sûr que globalement, sur l'ensemble de l'Europe, on aura de l'électricité décarbonée. Il faut avoir une vision beaucoup plus large que uniquement les émissions à l'usage, les aspects analyse cycle de vie. Et puis, attention, je dirais, au mythe de la solution unique. On passerait du tout diesel, entre guillemets, au tout électrique à batterie, parce qu'à court terme, c'est la solution qui est disponible. Et la petite difficulté, c'est qu'on voit bien que c'est quand même le politique, au travers de la façon dont il régit la réglementation, qui finalement dicte les choix technologiques. Et là, je pense qu'il faut faire effectivement très attention. Il n'y a aucun doute que le véhicule électrique a un superbe avenir et que les usages
pertinents vont se développer de plus en plus avec tous les progrès qui sont faits. L'hydrogène, c'est une belle opportunité. Nous avons des entreprises très bien positionnées qui investissent de façon considérable sur les réservoirs, sur les piles à combustible, bien entendu. On sait, on le voit pour l'électrique à batterie, la vraie question, ça sera les infrastructures, également pour l'hydrogène. Donc là, on a un énorme sujet. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est plutôt bien démarré depuis 2020 que ça y est, c'est la solution unique. Le véhicule électrique aujourd'hui dans certains pays, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut réussir à éviter que cette accélération ne devienne un emballement qu'on pourrait payer cher en renonçant finalement à toute une série d'autres technologies qui auront sans doute encore effectivement leur place pour certains types d'usages. Voilà ce que je voudrais dire. Merci Marc. J'aimerais entendre Marc Boden, un autre Marc, mais pour le groupe Stellantis, puisque donc le groupe issu de Fiat, Chrysler et de PSA a présenté donc une roadmap globale. Donc ça veut dire beaucoup de véhicules hybrides rechargeables et surtout électriques qui vont arriver dans les prochaines années. Oui, effectivement. Alors, déjà dire que cette roadmap, elle remonte à bien longtemps parce que la solution technologique elle-même existe depuis plusieurs dizaines d'années. La première voiture électrique de Peugeot, d'automobile Peugeot, s'appelait la voiture légère de ville. Elle était sortie pendant la Seconde Guerre mondiale pour répondre à une problématique qui était celle de la pénurie et donc du prix du pétrole à l'époque. C'est quand même quelque chose qui doit faire écho aujourd'hui aussi aux données d'entrée que nous rencontrons pour les voitures d'aujourd'hui et de demain. Alors, Stellantis, déjà pour commencer, disons PSA, était prêt depuis plusieurs années avec un certain nombre d'initiatives. Petit témoignage personnel, quand j'ai démarré ma carrière dans les années 90 dans le groupe, mon premier sujet, c'était de participer à un projet d'électrification des Peugeot 106 et des Citroën AX, donc des petits modèles, projet d'électrification pour la ville de La Rochelle, dans l'ouest de la France. Et on était donc déjà sur un certain nombre de concepts qui commencent seulement finalement à voir le jour aujourd'hui. Alors, notre réponse aujourd'hui, elle est industriellement prête. Elle repose en fait sur des plateformes qui sont polyvalentes, qui permettent aussi bien d'accueillir du thermique, parce qu'effectivement, Marc Mortureux l'a bien dit, il faut encore aujourd'hui du thermique tout court, du thermique hybride, et il faut aussi permettre de l'électrique. Et c'est justement la force des plateformes du groupe aujourd'hui que d'être capable d'offrir cette polyvalence avec un fort atout industriel qui est de pouvoir passer sur les mêmes lignes d'assemblage de nos véhicules, à la queue leu-leu, aussi bien une voiture thermique, une voiture hybride ou une voiture 100% électrique. Aujourd'hui, au sein du groupe Stellantis et de ses 14 marques, nous disposons de 29 solutions de mobilité électrique. Alors la suite ou le présent, c'est ce virage qui a été accompli l'année dernière. C'est d'ailleurs une épingle à cheveux plutôt qu'un virage, donc un virage extrêmement serré, avec cette fois une transformation profonde qui s'engage. Le déclic a été donné et c'est inéluctable parce que d'abord, c'est politique. Et le choix politique est un choix technique, ce qui est plutôt rare ici. Donc, on ne fera pas machine arrière sur l'électrification, ça c'est absolument certain. Et donc, l'enjeu n'est pas technique, il est industriel au sens comment rendre les solutions d'électrification économiquement abordables pour nos clients. C'est ça l'enjeu. Faute de quoi, l'automobile électrique sera uniquement un produit pour les plus aisés. Bon, dans ce cas, ça répond assez mal à la vocation d'un certain nombre de constructeurs automobiles sur la planète. Donc, comment rendre cette mobilité abordable? Alors ça va passer, pour ce qui nous concerne, par des plateformes qui seront cette fois optimisées sur l'électrique. On va passer de plateformes qui aujourd'hui acceptent l'électrique comme le reste, comme le thermique, à des solutions qui sont d'abord électriques ou électrifiées pour pouvoir justement engranger des économies d'échelle et ensuite et surtout lever un des freins majeurs
à l'utilisation de la solution électrique, qui est la peur de tomber en panne. Voilà, hein, sur un véhicule 100% électrique, c'est bien ça la première préoccupation. Et donc, ces plateformes pourront offrir des autonomies qui dépasseront ce qu'on connaît aujourd'hui. Nous proposons aujourd'hui des solutions à 350 km, c'est déjà quelque chose, mais ça reste peu en même temps. Et donc, on ira là vers du 500, 600 et même 800 km d'autonomie. Et pour finir, et venir sur le plan de la production, qui est mon domaine, ce qui est important de dire aussi, c'est que cette électrification sur le plan industriel se fait, pour ce qui concerne Stellantis, par une intégration verticale. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'acheter nos composants, on a choisi d'être maître de nos solutions, de fabriquer des moteurs électriques, de fabriquer des solutions hybrides, avec notamment des boîtes de vitesse électrifiées. On a aussi choisi de fabriquer des batteries. Alors, vous allez me le dire, certainement pas tout à fait tout seul. Et effectivement, dans les exemples que je viens de prendre, on est souvent associé à des partenaires parce qu'effectivement, il faut pouvoir aller vite. Mais juste pour illustrer ce que ça veut dire sur le territoire du Grand Est, parce que je crois que ça intéresse beaucoup des participants à notre rencontre d'aujourd'hui. Demain, nos moteurs électriques de 2022 auront un carter qui sera réalisé en fonderie à Charleville-Mézières, qui sera ensuite utilisé pour être assemblé dans l'usine de Trémery en Moselle, et l'ensemble se retrouvera dans une voiture assemblée à Mulhouse, par exemple, ou en Allemagne dans nos anciennes usines Opel. Merci beaucoup, Marc Boden. Pour la Belgique, Michael Grand-Fils, c'est peut-être anecdotique, mais on sait qu'il y a beaucoup de véhicules d'entreprises dans votre pays. Et donc, la réglementation fait que ces véhicules-là vont devoir passer à l'électrique également. Tout à fait. Et en fait, ce n'est pas tout à fait anecdotique sur notre marché, parce que les véhicules de société représentent une partie assez conséquente des véhicules mis en circulation chaque année. Effectivement, comme vous le soulignez, une loi a récemment été votée, en fait, qui va rendre l'électrification des véhicules plus ou moins obligatoire d'ici 2026. Donc, les industriels sont au courant de cela et donc ont du temps pour s'y préparer. On pense que c'est évidemment une très bonne chose et les sociétés sont en général un peu précurseurs par rapport aux utilisateurs classiques B2C, parce qu'il y a une notion beaucoup plus importante de ce qu'est un TCO, de l'importance que ça peut représenter. Et donc, on voit ça de façon évidemment très, très positive. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que l'action des pouvoirs publics n'est pas seulement au niveau des véhicules, mais également sur toute la partie infrastructure de recharge qui était mise déjà en avant auparavant. Donc, à titre d'exemple, on va avoir à partir de dès le début de l'année prochaine, je pense, voire fin de cette année-ci, une déductibilité fiscale à 200% pour les infrastructures de recharge installées dans les sociétés, à condition qu'elles soient également disponibles pour tout un chacun. Donc, que monsieur ou madame tout le monde qui habite à proximité du parking d'une société puisse, par exemple, s'y connecter et recharger son véhicule pendant la nuit. Donc, on pense que ce sont des changements législatifs qui vont vraiment dans le bon sens, à la fois pour les sociétés, pour leurs employés et puis pour les citoyens au sens large. Merci. On a parlé d'hydrogène à plusieurs reprises pendant cette session. Je voudrais demander son avis à Fabrice Jeanter pour la CCI Grand Est et CCI Moselle, parce qu'en fait, on sait qu'il y a un projet, notamment transfrontalier, pour du transport d'hydrogène dans les réseaux existants. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir. Oui, mais très, très clairement, parce que quand on entend nos différents participants sur les enjeux, sur la nécessité d'avoir plusieurs solutions finalement sur ces sujets-là, l'hydrogène fait partie des deux grands sujets. Il y a la data et l'hydrogène au niveau de la CCI Grand Est, sur lesquels nous mettons des moyens d'études pour savoir comment avancer. Et de façon très concrète, le projet dont vous parlez, qui avance, il se situe à Carlin,
sur la plateforme chimique de la centrale Émile Huchet, et avec la conversion en fait de 2 canalisations de gaz existantes pour transporter en fait de l'hydrogène à destination de la Sarre et du Luxembourg. Donc là, on est vraiment au cœur de la chose, hein, c'est important. Il y a d'autres projets qu'on pousse aussi aujourd'hui à titre expérimental. Au niveau de l'agglomération de Metz, les bus commencent à être testés avec de l'hydrogène. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que l'autre volet qui est important, si je peux me permettre ce complément, au niveau de nos chambres de commerce, c'est vraiment de sensibiliser en fait effectivement toutes les collectivités locales sur les sujets qu'on vient d'évoquer, parce que il faut qu'on ait des bornes beaucoup plus. Au niveau des particuliers, on va avoir également en octobre les assises nationales de l'immobilier qui vont se tenir à Metz, et la question des bornes dans les copropriétés et dans les sites tertiaires va être un des sujets. Je pense que l'accompagnement de ce que font tous nos constructeurs aujourd'hui, ça doit passer aussi par des changements de comportement, mais aussi des moyens qu'on met en place de façon très concrète. Donc, on travaille sur ces volets-là à côté, de façon à ce que ça réussisse. Merci, le temps passe. On va donc voir du côté des questions avec Vincent Carrel, si nous avons… Oui, alors une question qui porte sur ce qu'on appelle les véhicules to grid. Quand est-il prévu de mettre sur le marché des véhicules qui soient compatibles avec des bornes qu'on appelle justement véhicules to grid, qui permettent de transférer l'énergie de la batterie au réseau électrique. C'est toute la question aussi des smart grids et des réseaux intelligents. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi nos intervenants peut donner un éclairage là-dessus. Je ne sais pas si Marc Boden peut éventuellement en dire un mot, d'après ce que vous connaissez de la stratégie du groupe Stellantis. J'aurais du mal à dévoiler des points confidentiels de la stratégie, mais en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est clairement une technologie extrêmement intéressante. Nous avons d'ailleurs eu des contacts avec un certain nombre de partenaires français sur le sujet pour participer à des expérimentations sur les différents sites du groupe avec les voitures du personnel. Je pense que ça sera, sans dévoiler quoi que ce soit, certainement incontournable pour pouvoir gérer l'énergie, éviter des pénuries au moment où on en a plus le besoin, et donc utiliser intelligemment l'automobile comme étant réserve capacitaire d'énergie. Donc techniquement, c'est possible, les voitures en sont compatibles. Reste à l'organiser parce que c'est une question aussi d'infrastructure, de système et d'organisation. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on enchaîne avec la partie suivante. Si vous en êtes d'accord, on va donc parler de l'adaptation des industries au nouveau contexte. Et on va commencer par Juliane Profit, du côté du Luxembourg, qui est également président de Raval Europe. Comment, au sein de votre entreprise, Monsieur Profit, eh bien, on essaie de s'adapter finalement à un business qui évolue assez rapidement? Je vais donner deux réponses. Premièrement, pour le parti ILEA et les membres de l'ILEA, et deuxièmement, justement pour ma société Raval Europe. Au nom d'ILEA, c'est clair que nous voyons la diversification, et ça ne fait pas juste cette année, mais on l'a déjà vu venir. On l'a vu avec la disparition de la société mâle de Luxembourg, avec le rachat de Delphi Technologies par BorgWarner pour la spécialisation maintenant dans l'électrification des voitures. Et nous avons aussi une partie des membres qui sont dans le développement de produits et solutions qui sont, on va dire, moins dépendants du powertrain de la voiture. Ça veut dire c'est les gestions thermiques, système de gestion thermique, la production des pneus, les pare-brises et les vitres, et aussi tout ce qui est sensorique à l'intérieur de la voiture qui est indépendant à un certain degré de l'électrification. Nous avons aussi une société, une des membres au Luxembourg, CEBI, qui a acheté un centre de recherche et de développement avec des équipements qui sont disponibles pour être loués par d'autres sociétés.
Et nous avons aussi sur le Mobility Innovation Campus, qui est un investissement financé par le ministère de l'économie au Luxembourg et qui est sur la responsabilité de Lux Innovation, et le Automobility Cluster de Luxembourg a été créé il y a quelques années justement pour préparer le secteur pour cette transition qui était déjà bien en route avant l'arrivée de la pandémie. Et que sur cette campus, sur lequel un de nos membres est déjà situé et qui présente également un endroit pour encourager les sociétés start-up à développer leurs entreprises, on vient de dévoiler un supercomputer, un superordinateur Meluxina, qui est justement disponible pour aider les sociétés dans le développement rapide d'autres solutions avec le développement et la validation virtuelle qui est possible, qui va accélérer le temps pour avoir les produits de nouvelle génération sur le marché. Pour Aval Europe, nous sommes, oui, dépendants du moteur à combustion. Nous sommes des fournisseurs de systèmes de ventilation pour les réservoirs de carburant, mais nous voyons quand même une évolution dans ce marché clairement liée avec l'hybridisation partielle ou complète des voitures, ce qui est une tendance de transition vers des moteurs gasoil vers les moteurs à essence, qui ont en effet, en termes de ventilation des réservoirs, plus de besoins de ventilation et plus de besoins de nos produits. Alors, ça veut dire qu'à court et à moyen terme, nous avons des solutions pour répondre à ça. Le groupe est également en train de regarder pour le développement des prochaines générations de produits qui sont liés avec nos compétences. C'est la gestion des flux, des liquides et des vapeurs à basse pression. Que nous avons une plateforme globale de production. Nous sommes spécialisés dans le lean manufacturing et nous sommes habitués avec des standards de sécurité liés avec les systèmes de carburant pour les voitures. Et nous sommes aussi de plus en plus convaincus que le besoin des réservoirs de carburant va au moins aller jusqu'à l'année 2030. Oui, il y aura une évolution. Oui, l'électrification va jouer un rôle, ça c'est clair. Mais dans cette situation-là, ça nous donne à notre société la possibilité d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction avec les compétences que nous pouvons offrir. Merci beaucoup. Côté allemand, je me retourne vers Thomas Feiss pour Voith Automotive. Comment vous aussi vous vous adaptez? Je crois qu'il y a la volonté de produire de façon plus écologique, en tout cas. Ja, natürlich, genau. Oui, en effet, c'est exact. Alors, les structures de composants évoluent bien sûr avec toute cette électrification. Et de manière globale, je dirais aussi qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets, comme par exemple les temps d'évolution, donc les temps de développement plus courts, mais aussi les cycles de vie plus courts. Les nouvelles générations arrivent toujours plus vite. Pour nous, dans la production, dans la fabrication, ça veut dire que nous pouvons investir moins dans les systèmes rigides, les lignes qui peuvent être exploitées pendant 10 ans. Nous avons besoin de beaucoup plus de flexibilité en la matière. Par rapport à la neutralité en matière de carbone et la production écologique, bien sûr que c'est un immense sujet pour nous. On le remarque d'ailleurs depuis un petit moment. Bien plus d'ailleurs, depuis 1 an à peu près, on remarque que les clients s'adressent chez nous en questionnant vraiment nos produits. Ils veulent savoir quelle est l'énergie qui s'y trouve cachée dedans, et qui a été utilisée pendant tout le processus de production. Nous avons d'ailleurs mis en place pour cela une roadmap, une feuille de route et un système de gestion de l'énergie. Et nous avons aussi déjà construit et nous exploitons aussi une centrale de cogénération. Donc, nous utilisons la chaleur résiduelle pour produire, par exemple, du froid. Nous avons besoin de beaucoup de froid, comme vous vous imaginez, sur notre site, et nous produisons aussi de l'électricité. Et ça, c'est une liaison qui est absolument sensée pour nous.
Le traitement en sec, donc travailler sans lubrifiant, etc., ça aussi, ça fait l'économie de la récupération ou du recyclage de ces lubrifiants. C'est important aussi. Et dans les installations de nettoyage, il ne faut plus chauffer à 70 degrés. Il suffit de parfois 50 à 60 degrés de chaleur. Ça apporte pas mal d'économies aussi. Bon, bien sûr, l'éclairage LED dans les ateliers, tout ça, c'est des sujets que nous avons déjà mis en place. La fonte de notre aluminium nécessite bien sûr aussi beaucoup d'énergie. On utilise maintenant des fours beaucoup plus efficaces. On vient d'en mettre un en exploitation qui est aussi efficace qu'il remplace 2 des anciens fours. Donc, vous voyez l'énorme potentiel. Dans les fontes, on a aussi installé une antichambre, en quelque sorte, qui permet de chauffer à 450 degrés les produits, et cette énergie est récupérée, bien sûr. Prochaine étape que nous avons mis sur la feuille de route, ce sont les panneaux photovoltaïques sur les toits des ateliers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Et comme je l'ai déjà dit, les clients sont vraiment sensibilisés pour le sujet de la production écologique. Et nous pensons que dans les futurs appels à projets, nous serons aussi mesurés à l'aune de cet aspect-là. Nous sommes aussi en train de calculer déjà pendant la phase de la rédaction du devis les émissions de CO2 pour certaines étapes de la fabrication. Voilà. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Marc Boden pour le groupe Stellantis, car il y a une transformation qui est en cours sur les sites de Trémery et de Metz, qui auront des activités d'ailleurs différentes et complémentaires en matière de transition. Oui, absolument. Alors, on est très, très concerné par cette question de la transition énergétique, évidemment. Pour s'en convaincre, il faut juste avoir en tête que Trémery, Eines muss man wissen, Trémery, plus belles heures grâce au diesel. Et Trémery a souvent été reconnue comme étant la plus grosse usine de diesel au monde. Alors, je ne sais pas exactement si c'était vrai. C'est très probablement le cas. Il n'y a pas de raison. Mais ça illustre surtout l'importance de la transition qu'on a à faire. Le diesel représentait encore, il y a 2 ans, 75% de l'activité du site de Trémery. Bon. Le site de Metz, lui, fabrique des boîtes de vitesse, mais des boîtes de vitesse manuelles. Donc là aussi, compte tenu de l'évolution des usages de nos clients, on constate le recul progressif des boîtes de vitesse manuelles. Et quand on pense que sur une motorisation électrique, il y a juste un réducteur, qui est une boîte de vitesse ramenée à pas grand-chose en termes d'engrenage, on peut aussi apprécier à quel point il va falloir transformer ces 2 sites. Alors, c'est ce qui est en cours. Et ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est le fait que nous avons cherché à anticiper tout ça. C'est-à-dire que la transformation qui s'engage aujourd'hui sur les 2 sites de Trémery et de Metz a été décidée il y a déjà plusieurs années. Et pour être précis, en 2016, lorsque le groupe PSA, à l'époque, a pris la décision d'implanter à Trémery sa première ligne de fabrication de moteurs électriques, et c'est d'ailleurs la seule aujourd'hui active, c'est la seule qui aujourd'hui alimente l'ensemble des unités terminales du groupe. Donc ça, c'était en 2016. Ça s'est suivi en 2018 de la fermeture d'un atelier de fabrication de moteurs diesel à Trémery, qui n'a absolument pas fait de bruit, et tant mieux dans les médias. C'est que les équipes ont réussi, le management a réussi à bien gérer cette transformation. Ça représentait quand même à peu près 500 emplois, pour une capacité de production de 600 000 moteurs diesel par an. Et l'ensemble des salariés ont été redistribués sur les autres ateliers du site de Trémery. Donc cette transformation, elle est là. 2019, eh bien, nous avons inauguré cette fameuse ligne de fabrication de moteurs électriques. Et tous les jours, nous produisons à peu près 670 moteurs électriques. Donc ça commence à devenir significatif. C'est encore en retrait par rapport aux cadences quotidiennes de moteurs thermiques, mais la croissance est réelle.
elle est extrêmement forte. Et d'ailleurs, en 2021, nous allons lancer une deuxième ligne de fabrication de moteurs électriques pour répondre aux besoins du marché, pour améliorer aussi la performance, la productivité de ces lignes de fabrication de moteurs électriques. Et vous savez que c'est évidemment la clé pour le futur, et en particulier pour offrir une mobilité abordable à nos clients. On va ainsi passer avec cette deuxième ligne à 480 000 unités de capacitaire annuel. Donc, ça devient réellement considérable. C'est bien plus qu'un certain nombre de lignes de moteurs thermiques dans le groupe. Et puis, la suite, c'est encore une autre étape, très bientôt, 2022. 2022 vont démarrer sur nos 2 sites 2 co-entreprises. Pour commencer par Tremery, une co-entreprise avec le japonais Nidec, qui va s'appeler Nidec PSA e-Motors, pour fabriquer donc des moteurs électriques, mais cette fois toute une gamme de moteurs électriques, pas simplement pour les voitures 100% électriques, mais aussi pour les véhicules hybrides, les plug-in hybrides, mais aussi les mild hybrids, donc toute la gamme. On va fabriquer toute la gamme de moteurs électriques du groupe à partir de l'année prochaine sur le site de Tremery grâce à cette co-entreprise. Et sur Metz, même schéma, avec une autre co-entreprise, plus européenne celle-là, avec Punch Powertrain PSA e-Transmission. Il s'agira d'assembler des transmissions double embrayage électrifiées, adaptées donc aux solutions hybrides du groupe. Et ces 2 co-entreprises vont très vite représenter des volumes importants. Je pense à peu près 1 million d'unités à l'horizon entre 2025 et 2030. Difficile d'être précis sur le sujet, vous me pardonnerez. Donc, 1 million d'unités pour les moteurs électriques, 600 000 unités pour les boîtes de vitesse électrifiées. C'est là, cette fois, tout à fait équivalent à ce qu'on produit aujourd'hui en moteur thermique et en boîte de vitesse manuelle. Donc voilà, la transformation, elle est clairement engagée, elle a été anticipée, elle a été décidée, elle est en œuvre, elle va continuer. C'est un défi technique important, évidemment. C'est aussi une aventure humaine majeure, puisqu'il faut convertir nos équipes, il faut leur apprendre les nouveaux métiers de l'électrique. Il faut surtout et avant tout, en fait, les rassurer sur cette transformation. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis d'eux. C'est la première d'entre elles. C'est d'abord ça, d'ailleurs, finalement, le bien-être au travail, c'est de leur donner confiance sur la transformation en cours et à venir, en leur expliquant comment les choses vont se passer. Et puis, évidemment, c'est un champ d'opportunités extraordinaire pour nos 2 sites, mais aussi pour le territoire et pour les acteurs locaux, qu'il s'agisse de fournisseurs de pièces ou de fournisseurs de services, pour peu qu'évidemment la compétitivité soit au rendez-vous, car encore une fois, ce qui compte bien à la fin, c'est qu'on puisse proposer des solutions performantes et abordables à nos clients. Alors justement, sur la question des sous-traitants, comment peut-on les accompagner, les aider à s'adapter? J'aimerais poser la question à Fabrice Ginter pour la CCI Grand Est et Moselle. Qu'est-ce qui existe en fait? Quels sont les guichets qui peuvent permettre d'accompagner ces industriels? Oui, on l'a bien compris, et ce que nous explique la marque Boden montre bien à la fois l'ampleur de ces mutations en cours, et puis aussi la vitesse à laquelle tout ça va se mettre en place. Donc ça veut dire que l'enjeu majeur, c'est effectivement que les pouvoirs publics, et au niveau européen et au niveau national, prennent la mesure de ce qui se passe et donnent des plans de soutien et d'adaptation pour pouvoir gagner en fait cette opération en gardant l'ensemble des sous-traitants, et ils sont très très nombreux, on le rappelait tout à l'heure sur notre grande région, de façon à ce que les savoir-faire soient préservés et qu'on puisse aller plus loin. Donc ça concerne aussi tous les aspects de formation qui devront, je pense, bénéficier de moyens complémentaires, et ce sont des messages que l'on fait passer en permanence actuellement. On met aussi tous les banquiers des sous-traitants en éveil sur le sujet de la mutation liée à l'automobile, parce que c'est en comprenant finalement l'ensemble de ces mouvements
et en soutenant massivement et en finançant massivement les sous-traitants qu'on arrivera à vraiment aller plus loin. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur dont on s'est saisi. Merci. Côté français, au niveau national, j'entends pour la PFA. Marc Mortureux, on voit que cette adaptation, elle est rapide et que parfois, c'est compliqué sur certains territoires, certaines entreprises qui ne faisaient que du moteur thermique, par exemple, ont du mal finalement à faire face à ces nouveaux défis. Oui, tout à fait. Je crois que les témoignages qu'on a entendus sont parlants. Objectivement, les constructeurs, ils sont en train de s'adapter de façon d'ailleurs assez remarquable. Ils ont anticipé. Parfois, ça se traduit par une réinternalisation au sein des constructeurs de certaines activités qui étaient avant sous-traitées. Les grands équipementiers, ils en font aussi autant que possible une opportunité. C'est des nouvelles technologies, ils sont plutôt forts en innovation, donc il y a aussi vraiment des opportunités. Beaucoup plus difficiles pour les PME et ETI, en particulier celles qui sont positionnées sur la motorisation thermique. D'abord, elles souffrent un peu de manque de visibilité. Parce que si déjà pour les constructeurs, ce n'est pas toujours facile de savoir comment les choses vont évoluer, juste un exemple, on sait qu'on va à fond vers l'électromobilité, il n'y a aucun doute. Mais quelle va être la proportion dans les 10 ans à venir d'hybrides rechargeables versus 100% électriques? Ça n'a rien à voir comme conséquence et comme volume d'activité pour toute une série d'entreprises de la filière. Et bien malin est celui qui peut dire exactement quelles vont être ces proportions. Après, la France, il se trouve, était très forte en motorisation thermique. Il y a bien sûr les constructeurs qui sont en train de s'adapter, mais il y avait toute la filière. 50 000 emplois dans la motorisation thermique. On fabriquait encore plus de 3 millions de moteurs thermiques, c'est-à-dire beaucoup plus que de véhicules assemblés en France, donc exportateurs. C'est clair qu'il y a des secteurs qui sont très fortement impactés. La fonderie, on voit en ce moment, il y a plusieurs dossiers très sensibles, très difficiles, parce qu'il y a tout simplement de l'activité qui disparaît. Et ça va se poursuivre et même s'accélérer. La forge, le décolletage. Alors, c'est vrai qu'il y a un immense effort de reconversion. Les pôles de compétitivité, ARIA, les régions, les chambres de commerce, tout le monde se mobilise. Et je pense que l'État, avec le plan de soutien automobile, a effectivement apporté pas mal d'outils pour accompagner les entreprises, à la fois en conseil, mais aussi en investissement à réaliser. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième aspect que je voudrais souligner qui rend les choses difficiles, c'est que toutes les évolutions qu'on voit, ça a été dit, se traduisent quand même par un surcoût des véhicules et une vraie problématique de comment on va continuer à être capable de proposer à la plus large clientèle possible des véhicules accessibles. Et très concrètement, ça se traduit par quoi? Par le fait que les constructeurs sont obligés finalement de mettre une pression encore plus forte sur l'ensemble des supply chains pour compenser une partie des surcoûts. Et ça, évidemment, ça rend encore plus difficile la vie à nos entreprises de la filière. Tout ça. Pour clore ce chapitre, j'aimerais faire appel à Sébastien Brunkhoff pour le VDA. Cette industrie allemande, est-ce qu'elle souffre également? Est-ce que c'est difficile pour elle de s'adapter au niveau des sous-traitants? Enfin, comment ça se passe? Oui, c'est surtout un problème pour les sous-traitants. Donc, ils ont un ancien business model et doivent concevoir, construire un nouveau, doivent créer de nouvelles joint ventures, doivent se restructurer pour avoir des opportunités. Je vais être bref. Donc, il faut protéger ces sociétés et les aider à traverser cette phase difficile. Donc, il faut aussi creuser pour voir quel problème est-ce qu'il y a. Le financement, par exemple. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ont du mal à avoir des crédits. Donc, nous, on essaie de voir comment on peut aider là aussi. Quant au personnel, donc il faut de nouvelles technologies, donc de nouveaux employés. Et à cause de la pyramide démographique, on a moins de personnel qualifié et jeune. Et donc, il faut aussi la défiscalisation de la part de l'État, il faut moins de bureaucratie.
il faut du soutien pour des investissements, pour introduire de nouvelles technologies pour le Covid. Et le négoce est de plus en plus difficile, il y a plus de frais de douane, il y a plus d'impôts, etc. Là, il faut aussi voir comment les gouvernements peuvent agir et faciliter les choses. Donc, il nous faut vraiment les conditions cadres pour avoir du succès avec une transformation réussie. Très bien, merci. On va passer aux questions suite à cette session sur l'électrification. Vincent Carrel, il y a eu plusieurs questions sur le chat. Alors, plusieurs questions, effectivement. Alors, peut-être une pour rebondir sur les aspects économiques. Une question sur le sujet de la modernisation du parc de véhicules déjà en circulation. Est-ce qu'il y a des solutions viables économiquement pour transformer des véhicules plus ou moins usagés qui pourraient encore continuer à circuler, des véhicules d'occasion notamment. Donc, des solutions pour transformer ces véhicules en véhicules propres. Est-ce que… Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler le rétrofit, puisque Oui, tout à fait. on en parle de plus en plus en France. Je ne sais pas si Marc Mortureux, pour la PFA, veut en dire un mot. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Oui, bien sûr. Il y a un cadre réglementaire qui a été d'ailleurs adopté il y a maintenant un peu plus d'1 an pour le rétrofit. Simplement, notre analyse, c'est que le rétrofit, en tout cas du véhicule thermique vers le véhicule électrique, c'est effectivement une option, mais qui a assez peu de chances de représenter en volume une part significative de transformation. Après, il y a l'autre débat qui est pour les 30 ans à venir, jusqu'en 2050, vers la neutralité carbone, où on aura encore beaucoup de véhicules thermiques, la capacité des pétroliers à fournir des carburants de plus en plus bas carbone, parce que c'est clair que la trajectoire que nous avons de baisse des émissions de CO2, pas seulement sur les véhicules neufs, mais sur le parc, ne pourra pas se faire sans effectivement réussir à continuer à alimenter les véhicules qui existent avec un contenu carbone de plus en plus faible. Ça veut dire davantage de biocarburants, de quantité d'origine bio dans les carburants actuels, le 10 par exemple, de passer à le 20 ou de l'E30, etc. Et ça, c'est toute une problématique que nous discutons en ce moment avec les pétroliers et qui est complexe parce qu'elle va nécessiter aussi beaucoup d'investissements. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et l'autre élément pour nous, c'est attention quand les pouvoirs publics mettent la barre très très haut sur les contraintes sur les véhicules neufs. De facto, on ralentit le renouvellement du parc parce que les gens, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, se retournent davantage vers le véhicule d'occasion. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre effectivement avancer sur des performances de plus en plus fortes pour les véhicules neufs, mais en même temps penser au renouvellement du parc. Il faut être clair que des études montrent, par exemple, qu'on arriverait à transformer tout le parc actuel de véhicules, ne serait-ce qu'en véhicules thermiques de normes Euro 6D, c'est-à-dire la dernière génération. On ferait des progrès, mais absolument spectaculaires sur la qualité de l'air. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Merci. Peut-être encore une question, Vincent, parce qu'il nous reste encore une dernière session ensuite. Alors là, c'était plus sur des questions de transformation au niveau des usines, notamment, pour gérer justement la mutation entre les solutions thermiques et solutions électriques. Est-ce qu'on arrive à faire du carry-over de moyens industriels qui étaient destinés aux lignes de production de solutions thermiques pour produire des motorisations électriques, ou est-ce que cette mutation elle implique des investissements massifs incontournables? Donc un petit peu sur je dirais, le gap, notamment économique, à franchir quand on passe au niveau production du thermique à l'électrique. Je pense que Marc Boden pour Stellantis est sans doute le mieux placé pour. Ouais, je me préparais à répondre à cette question. Bon, j'en témoignerai au travers effectivement de l'activité industrielle qui est la nôtre, donc de fabricants de moteurs principalement et de boîtes de vitesse. Donc oui, il y a une place pour le carry-over, c'est très clair. Et d'ailleurs, nous en faisons.
Je vais vous citer un exemple très concret. On vient de poser les premières machines d'usinage du Carter de notre deuxième génération de moteurs électriques à Trémery. Ces machines d'usinage ont été récupérées dans une autre usine du groupe, ex-usine Opel, qui fabriquait jusqu'alors des moteurs thermiques. Voilà. Donc, il y a toujours de l'usinage à faire sur ces technologies de demain, parce qu'il y a toujours des carters sur un moteur électrique, sur une boîte de vitesse électrifiée ou sur un réducteur. Il y a évidemment aussi des possibilités de carry-over sur des lignes d'assemblage. C'est encore plus simple. Alors, je pense à la manutention, aux robots collaboratifs, je pense aussi aux AGV, etc. Bien entendu, quand on touche à des technologies qui sont spécifiques à la fabrication de moteurs électriques, du bobinage, du résinage, etc., bon, là, il n'y a probablement pas grand-chose à récupérer dans nos usines de fabrication de moteurs thermiques ou de boîtes de vitesse électrifiées, enfin de boîtes de vitesse manuelles plutôt aujourd'hui. Donc, oui, clairement, il y a une place pour le carry-over. C'est un levier utilisé par le groupe Stellantis justement pour minimiser les investissements. Et je pense que c'est un levier qu'il faut absolument utiliser partout pour réduire le montant du ticket d'entrée et permettre de faire cette transition réussie dans l'ensemble des acteurs du secteur. Merci. Puis je propose pour les autres questions, on les a bien notées et puis on fera un petit résumé des questions restantes et apporter des questions. On va peut-être enchaîner parce que le temps s'écoule. Bonne initiative. On termine par la dernière partie qui va durer un petit quart d'heure. C'est sur les nouvelles mobilités. Sont-elles une opportunité? Je vais d'abord me tourner vers Fabrice Jeanter pour les CCI Grand Est et Moselle. On sait que cette région, cette grande région, Grand Est, elle est favorable aux expérimentations transfrontalières. Il y a des choses qui ont été faites ou qui vont se faire sur la 5G, la voiture autonome. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les différentes provinces ou régions, eh bien, il y a une coopération qui est en place et à un haut niveau d'ailleurs. Oui, vous voyez, ça fait vraiment plaisir parce que face à des défis aussi importants, pouvoir travailler avec des aspects que l'on aborde un peu différemment dans chacun de nos territoires, ça nous permet d'aller mieux, plus vite. Et je crois que ça, c'est vraiment une des grandes forces de notre grande région. Le fait qu'on a créé, par exemple, un neuroaccélérateur industriel il y a maintenant 2 mois avec le Luxembourg et la Sarre et qu'on va étendre aussi à la grande région, c'est un élément très concret. On est en mode projet et je crois qu'on colle complètement à tout ce qui est mis en place. Et les coopérations qui peuvent se faire, finalement, sont poussées aussi par les industriels, par ces projets importants de tout ce qui est décarboné, parce que c'est un enjeu important au niveau européen et on est un vrai laboratoire qui fonctionne en direct. Merci. Je vais parler de voitures autonomes. Je propose que ce sujet soit abordé par Thomas Feis pour Voith Automotive. On vous a entendu parler d'électrification, mais vous travaillez également au sein de votre compagnie sur l'automatisation de la conduite. Oui, nous produisons donc des composantes mécaniques et donc les véhicules autonomes ou la conduite autonome nous concernent indirectement. C'est-à-dire nous fournissons donc des serveurs, des carters pour des composantes, mais nous ne produisons pas de capteurs, rien d'électronique pour cela. Donc, la conduite autonome concerne donc la boîte mécanique, etc. Mais je voudrais savoir quelle autre composante est-ce qu'il y a, donc à part la conduite autonome, qui s'y rajoute. Donc, il n'y a plus de fonte. Il a été dit qu'on n'en a plus. La fonte, on l'a plus dans certaines composantes, mais il y a tout de même beaucoup d'applications aussi pour les véhicules hybrides électrifiés qui peuvent être produits en fonte. Par exemple, la gestion thermo
pour la cabine, etc. Donc, on utilise aussi des capteurs, par exemple, qui sont motorisés. Donc, les batteries, pour les batteries, il y a aussi des parties en structure qui peuvent être produites en fonte. Donc, nous pensons que pour les nouvelles générations, il y a aussi beaucoup d'applications en fonte qui sont possibles. Bien sûr, c'est la demande de nouvelles technologies et de nouvelles conceptions. Merci pour cet éclairage. Côté Belgique, je me tourne vers Michael Grandfils. Donc, je le rappelais tout à l'heure, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle D'Ieteren, qui est un groupe de distribution. Et donc, ce groupe a lancé le Labbox. Alors, le Labbox, ce n'est pas une start-up, c'est un incubateur de start-up. Et ce que vous appelez vous-même un studio pour la mobilité. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Oui, donc la box a été lancée comme une entité à part de D'Ieteren, qui est le gros groupe corporate derrière, actif dans la distribution automobile. Et la box, en fait, est là sur le principe du Startup Studio, donc pour, grosso modo, créer des startups à partir d'idées que nous avons à la fois chez D'Ieteren ainsi qu'au sein de l'équipe de la box. Et donc, on a pu mettre en place depuis sur ces quelques dernières années des sociétés actives dans le car sharing, par exemple, des sociétés actives dans le domaine du mobility as a service, qui est un domaine pas mal d'actualité en ce moment. On a une société dans les véhicules autonomes, dans le leasing digital de véhicules d'occasion. Donc, voilà, différents domaines qui touchent à la fois aux nouvelles formes de mobilité et, dans certains cas, à des activités un petit peu plus traditionnelles du monde de l'automobile, mais qu'on va essayer de digitaliser. Et donc, l'intérêt, je pense, ou un des intérêts du modèle est vraiment d'arriver à faire cohabiter au mieux le monde de l'entrepreneuriat avec le monde de la grosse entreprise. C'est deux milieux qui ont parfois où je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais où le fait de travailler ensemble de façon, je dirais, relativement simple en obtenant le meilleur des deux mondes n'est pas toujours des plus évidents. Et donc, c'est fondamentalement ce que cette couche, la box, qui est au milieu des deux, donc entre la grosse société corporate et les sociétés, permet de faire, je pense, avec un relativement bon succès sur ces quelques dernières années. Voilà. Vous êtes en mute, pardon, Laurent. Voilà. J'avais coupé le micro. Je disais, vous avez lancé le forfait de mobilité durable. C'est quelque chose que vous pouvez proposer à différents types de clients. Exactement. Et donc, c'est évidemment aussi un des autres intérêts, c'est qu'au niveau de la box et de D'Ieteren, on est une société plutôt belgo-belge à la base. Dans le cas de la Belgique, il y avait une loi qui avait été votée qui s'appelle la loi du budget mobilité, qui permet quelque part d'offrir en complément ou en remplacement d'un véhicule de société un pack de mobilité avec des avantages fiscaux associés. Et en fait, il y a peu de temps en France, dans le cadre du vote de la loi LOM, loi orientation mobilité, un système un petit peu lié qui s'appelle le FMD, donc forfait mobilité durable, a également été voté, ce qui a permis donc à une de nos sociétés en portefeuille, Skipper, de pouvoir également leur s'implanter avec succès en France pour proposer quelque part un service assez proche de ce qu'on offre sur la Belgique. Donc, un bel exemple de collaboration transfrontalière. Merci beaucoup. Côté Luxembourg, je me retourne vers Juliane Profit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un soutien qui est affiché au Luxembourg, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays, mais qu'il y a vraiment un accent qui est mis sur la recherche. Enfin, la R&D, c'est vraiment un levier pour justement préparer l'avenir. Oui, absolument. Les membres d'ILEA ont toujours été très actifs dans la recherche et développement ici au Luxembourg. Pour citer des centres européens de recherche et développement de BorgWarner, anciennement Delphi Technologies, Goodyear, CEBI, Estra et IEE. Nous avons une bonne collection, mais nous avons reconnu déjà il y a quelques années que la limitation simplement des équipementiers automobiles n'était peut-être pas la meilleure chose pour attirer justement les sociétés, les startups dans le développement des nouvelles technologies et dans la mobilité en général. Et c'est pour ça que le Luxembourg Automobility Cluster a été créé
ensemble en effet, ILEA et le ministère de l'économie géré par Lux Innovation, qui est le parti R&D du ministère de l'économie. Et j'ai déjà évoqué le Mobility Innovation Campus, qui est un centre pour justement attirer des nouveaux sociétés R&D, les startups dans un environnement qui est déjà très, très motivant pour se développer. Nous avons des belles réussites également, une société spin-off de l'Université de Luxembourg qui s'appelle Motion S, vient d'avoir un grand investissement d'un fournisseur en Amérique latine pour justement dans le traitement des data qui viennent des voitures, qui va être un énorme marché, une énorme opportunité également pour plusieurs acteurs dans le secteur, parce que ce ne sera pas que les constructeurs qui auront accès à ces données. Et également, si on parle de côté mobilité, il y a les accords transfrontaliers entre la France, Luxembourg et l'Allemagne pour tout ce qui est mobilité autonome, même si ça a du mal pour l'instant parce que la législation et le côté assurance est un peu compliqué, le contexte pour faire ça, mais je crois que ces accords de principe sont aussi une base pour attirer justement les sociétés vers le Luxembourg. Merci, on en vient à la fin de cette conférence. Je vais donc demander à Marc Mortureux d'abord côté français et ensuite Sébastien Brunkov côté allemand, eh bien d'expliquer en fait quel est le soutien à l'innovation et aux startups. On commence avec vous, Marc, par rapport à la PFA, car par exemple, vous avez un lien avec les pôles de compétitivité et ça favorise des écosystèmes vertueux. C'est clair, les pôles de compétitivité, j'en profite pour leur rendre hommage, et en particulier au pôle véhicules du futur, jouent un rôle absolument majeur dans l'animation de ces systèmes d'innovation. Ce que je trouve absolument passionnant dans l'époque actuelle, c'est qu'on voit des opportunités qui vont s'ouvrir, les activités autour des mobilités vont énormément se développer. Simplement, on rentre de plus en plus dans des logiques d'écosystèmes complexes qui ne sont pas que justement les acteurs traditionnels de l'automobile. Il faut s'ouvrir à beaucoup d'autres nouveaux acteurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien qu'il y a des transferts, des déplacements des chaînes de valeur qui sont incroyables. Et qu'une des questions d'ailleurs, c'est quelle part nos acteurs traditionnels seront capables de capter de ces nouvelles chaînes de valeur, qui est quand même une vraie question. Et c'est vrai que tous ces développements au travers en particulier des pôles de compétitivité, de ces écosystèmes d'innovation, tous ces lieux de rencontre entre des startups, des PME, des ETI, des grands groupes sont absolument vitaux pour pouvoir réussir, parce que pour les grandes entreprises, c'est vrai que c'est un accélérateur de transformation, tous ces échanges avec les startups. C'est quand même un grand sujet pour les grands groupes de tenir le rythme avec quand même tout l'héritage du passé, les transformations à faire. Le passage du hardware vers le software, par exemple, c'est un enjeu mais gigantesque et qui est quand même complexe. Et donc, c'est vrai que tout ce bouillonnement qui peut se faire au travers de l'animation de ces systèmes d'innovation sont absolument vitaux pour, je dirais, tenir un peu le momentum de toutes ces transformations et réussir effectivement à capter une part des valeurs dans la mesure où il y a des nouveaux acteurs en même temps qui ne sont pas forcément des startups, qui peuvent être des très grands groupes internationaux, qui sont là, qui investissent de façon massive, et il faut absolument réussir à préserver au travers des forces qui existent dans les territoires, et je pense qu'on a vraiment des atouts là-dessus, et les pôles jouent un rôle très essentiel là-dedans. Merci. Et pour terminer, donc Sébastien Brunkov pour le VDA en Allemagne. Un mot sur le soutien à l'innovation chez vous ? Oui, je souhaite souligner ces opportunités qui s'offrent à nous. Donc, si on fédère le trafic, la circulation, et dans ce cas-là, la mobilité individuelle va être plus acceptable à nouveau. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de citoyens qui disent qu'il y a trop d'émissions quand il y a une mobilité individuelle. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une offre complémentaire. Donc,
Donc, il faut réussir le défi de regrouper toutes ces offres et de baisser donc les émissions. C'est une chance énorme. Je l'entends très, très mal, je suis désolée. Et donc, ensemble, avec des startups, on peut créer de nouvelles offres de mobilité. C'est une opportunité énorme pour que la mobilité trouve un consensus parmi tous. Voilà, ça c'est l'avenir. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on ait des questions, donc je propose qu'on arrive peut-être directement à la conclusion. Si Vincent Carrel ne m'en voudra pas, de toute façon, les questions qui ont pu être posées auxquelles on n'a pas répondu pourront être éventuellement relayées auprès des intervenants. Je voudrais simplement peut-être demander en conclusion s'il est encore là. Je ne sais pas si Fabrice Genter a envie de dire un mot sur son ressenti par rapport à cette manifestation. Vraiment, je voudrais remercier tous les intervenants, tous les organisateurs. En démarrant, on souhaitait une bonne séance ensemble et je crois qu'on a une séance merveilleuse. Donc, on a bien compris qu'on est sur un enjeu à la base de société qui concerne tous nos concitoyens. On a bien compris que sont engagés vraiment toutes les constructeurs, les grandes entreprises et les PME. On sait que ça ne sera pas facile. On sait qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, qu'on a encore beaucoup à inventer. Et moi, je suis vraiment très, très heureux et très confiant parce qu'en le faisant ensemble de cette façon sur la grande région, on s'ouvre des perspectives et qui doivent nous rendre beaucoup plus forts. Toutes les régions en France ou en Europe n'ont pas cette opportunité-là. Nous, on l'a. Et voilà, c'est fantastique. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, Vincent Carrel, pour annoncer un petit peu le programme qui nous attend. Oui, merci Laurent. Alors, juste pour être très rapide, et puis une petite remarque aussi par rapport aux dernières interventions. Il y a parmi les questions posées, il y avait aussi effectivement une remarque, là, notamment d'une entreprise qui travaille dans les offres de solutions 4.0 et dans toute la partie adaptation des moyens de production à ces nouveaux marchés, et qui faisait cette remarque qu'effectivement, lui, en tant que PME, il manque de visibilité sur tout ça. Donc, ça prouve bien qu'on a au niveau des pôles, au niveau des CCI, de tous les acteurs de l'écosystème, au niveau de programmes européens comme celui qu'on mène, on a aussi ce rôle à jouer pour apporter de la visibilité à toutes ces petites et moyennes entreprises. Et pour ça, donc, effectivement, vous avez une vision là sur quelques sujets que l'on va aborder dans les prochains mois au niveau de notre programme Interreg pour l'automobile européen. Donc, vous serez pour la plupart conviés à différents événements. On organise notamment des visites technologiques de sites. Donc, vous voyez les noms de sociétés qui, lors de ces visites technologiques, présenteront justement des innovations, des savoir-faire qui pourront inspirer d'autres et qui pourront générer aussi des flux de business. On sera également présent sur plusieurs salons automobiles avec l'occasion de rencontrer également des grands donneurs d'ordre, comme à Wolfsburg, sur le salon IZB, et puis également en France, à Mulhouse, un rendez-vous les 30 novembre et le 1er décembre pour une nouvelle édition de BI 4.0, le grand salon de la région Grand Est sur l'industrie du futur. Et puis, bien entendu, comme l'a souligné Fabrice Genter en début de session, on vous donne rendez-vous, cette fois-ci, je l'espère, en présentiel pour un forum en vraie grandeur, avec des expositions, avec de nouvelles conférences et tables rondes, des expositions de véhicules. Donc, on va préparer ça de la manière la plus attrayante possible. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez exposer, si vous souhaitez vous faire connaître, si vous souhaitez intervenir lors de cette future édition dans un an. Nous sommes à votre disposition. Merci. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt.